Agglomération de pêcheurs depuis le néolithique, au milieu des étangs, Péronne est dès les Mérovingiens une place forte sur la Somme. Le vieux nom de Sobot-Écluse, attribué à l'ancien faubourg de Paris, confirme le site comme lieu de passage ou gué sur la Somme. Culminant à 60 mètres d'altitude, le mont des Cygnes, mont Signorum ou Signopolis, emplacement actuel du tribunal, fut le départ des premières constructions du castrum que connurent plus tard Sainte-Radegonde, Saint-Furcy, Charles le Simple, Philippe Auguste et Louis XI. Tous les historiens de Péronne s'accordent à dire qu'ils savent peu de choses sur l'étymologie du nom de la ville. Certains se sont risqués sans conviction à dire du celtique, Péraon, place très forte, ou Péron, marécage, du latin, Pero Peronis, guêpe ou botte, Peronei, beauté, Perrana, parmi les grenouilles. Contrairement à quelques affirmations, Péronne ne semble pas avoir été une place forte de l'occupation romaine. Soit, seule certitude, il vaut mieux avoir des bottes pour passer du marécage aux grenouilles de Sobot-Écluse au castrum du Mont des Cygnes. Radegonde naît vers 520 en Thuringe, Allemagne, où le roi son père en 529 est battu par les Francs. Captive de Clotaire Ier, dernier fils de Clovis et roi de Neustrie, elle séjourne à Hatti, où elle reçoit une noble éducation. Elle vint souvent habiter le château de Péronne, où, dit-on, elle fit plusieurs miracles. Miracle de la libération de prisonniers du château de Péronne. Radegonde fait face aux gardiens de la prison. Le miracle est réalisé. Les prisonniers sont libérés. Devenu veuf, le roi mérovingien Clotaire épouse la jeune femme malgré elle. Saint Médard, évêque de Noyon, célèbre leur union. Radegonde profite de son rang pour soigner les malades et aider les pauvres. Après l'assassinat de son jeune frère par Clotaire, Radegonde quitte la cour de son mari sanguinaire et prend le voile. Elle obtient de son époux la permission de s'installer à Poitiers, où elle fait construire l'un des premiers couvents de femmes, le monastère Sainte-Croix. Refusant la dignité d'abbesse, confiée à sa compagne Agnès, elle continue à secourir les nécessiteux et à œuvrer pour la paix par le jeûne et la prière. Elle meurt à Poitiers en 587. La sainte, vénérée, est enterrée à Poitiers, dans l'église Sainte-Marie, devenue depuis église Sainte-Radegonde, où son tombeau se trouve encore. Le nom de Péronne, Peruna, Urbem Regiam, Péronne, ville royale, est cité pour la première fois dans l'histoire de France par Fortunat, historien contemporain de Radegonde. Un quartier de la ville, ancien village attenant à Péronne, porte le nom de Sainte-Radegonde. Furcy était un moine irlandais. Il devint l'ami d'Archambault, seigneur de Péronne et maire du palais du roi Clovis II, 635-657, puis baptisa Ledésy, le fils d'Archambault. Vers 639, il créa un monastère en terre de Neustrie, à Lagny-en-Brie. Archambault lui demanda alors de fonder un autre monastère à proximité de Péronne. C'est ainsi que Furcy fonda l'abbaye du Mont-Saint-Quentin. Saint-Éloi consacra ce monastère qui plus tard reçut Pierre l'Ermite avant la première croisade. À la mort de Furcy, survenue le 16 janvier 650 à Mézérolles, le comte de Aymon, seigneur des lieux, et Archambault se disputèrent sa dépouille. Pour trancher, on l'a mis sur un chariot tiré par 2 bœufs, sous la conduite de la Providence. Et là où le convoi irait, on y enterrerait Furcy. Le convoi se dirigea vers Péronne. Survint Berchère, le duc de Laon. Lui aussi voulait la dépouille de son ami. On détela les bœufs,
et l'on mit à la place 2 enfants de 7 ans qui n'eurent aucune difficulté à tirer le chariot dans la seule direction de Péronne. Par 2 fois, le jugement divin en avait décidé, Furcy ira à Péronne. Depuis, le village où l'on détacha les bœufs prit le nom de Les Bœufs. Instruit par le jugement de Dieu, Furcy fut déposé au portail de la nouvelle église non encore dédicacée, construite par Archambault sur le mont des Cygnes. Gisant là sans sépulture, son corps en parfaite conservation exhalait une odeur agréable et attirait de nombreux pèlerins. 30 jours plus tard, saint Éloi, évêque de Noyon, et saint Aubert, évêque de Cambrai, consacreront le nouvel édifice religieux qui deviendra la collégiale Saint-Furcy. La dépouille sera alors inhumée derrière le maître-autel. Saint Éloi et saint Aubert reviendront 4 ans plus tard, en 654, pour procéder à l'élévation des reliques dont les miracles se multipliaient. Les restes du saint seront déposés dans une châsse commandée par Archambault à saint Éloi, prélat et orfèvre. Dans l'église Saint-Jean-Baptiste actuelle, dans la chapelle de droite, vous verrez saint Furcy, entouré par 2 bœufs. À gauche et à droite du saint, vous y verrez aussi ses 2 frères, saint Foilin et saint Ultin. Saint Furcy est très souvent représenté avec les signes d'un évêque, la mitre et la crosse. A-t-il un jour administré un diocèse? Saint Foilin eut la dignité d'évêque au monastère de Knoberesburg en Angleterre. Quant à saint Ultin, certains disent qu'il fut le premier abbé du monastère du Mont-Saint-Quentin où il mourut, d'autres qu'il ne serait venu en Picardie qu'après la mort de son frère. Cette plaque de châtelaine du 7e siècle en bronze, trouvée dans les fouilles de la nécropole Macorlan à Péronne en 1973, est représentative du cubisme mérovingien. Décorée d'une série de petits traits finement ciselés, donnant du relief, ce pendentif nous suggère un cavalier dont la tête est à gauche. Ce bijou, donné au musée d'Hanicourt de Péronne, est devenu l'emblème ou logo de la Société archéologique de la région de Péronne, découvreur de cette médaille du temps de saint Furcy. Après avoir admiré ce magnifique objet, notre promenade dans le temps nous conduit à quitter la période mérovingienne pour l'époque suivante, carolingienne. Charles III le Simple, carolingien, naissance en 879, règne de 893 à 923. En pleine période d'invasion normande, Charles III, dit le Simple, fils posthume de Louis le Bègue, l'un des successeurs de Charlemagne, fut, nourrisson, oublié lors du partage du royaume et évincé du trône par ses 2 demi-frères, Carloman II et Louis III. Fait rare dans l'histoire, les 2 monarques régnaient ensemble en plein accord. À la mort de Louis en 882, puis de Carloman en 884, il fut encore évincé par Charles III le Gros, empereur d'Occident, lui-même déposé en 887 par Eudes, comte de Paris. Le roi usurpateur Eudes fit sacrer à 14 ans Charles III roi, le 29 janvier 893, tout en se gardant la charge de gouverner le royaume. La France avait alors 2 monarques rivaux. À la mort d'Eudes en 898, Charles se trouva seul roi de France, mais avec très peu de pouvoir. Le désordre qui régnait en France s'était étendu sur toute l'Europe. Partout la féodalité s'armait contre le pouvoir royal. Partout les trônes étaient tout vacants ou occupés à la fois par plusieurs souverains. Trahi en 923 par Herbert II, comte de Vermandois, il fut emprisonné à Péronne, où il mourut 6 ans plus tard en 929. Son corps est alors enterré dans la collégiale Saint-Furcy. Par faiblesse, il signe le traité de Saint-Clair-sur-Epte le 9 juillet 911,
La Normandie, érigée en duché, est donnée au chef viking Rollon. Il faut remarquer que depuis cette date, les invasions et les pillages normands cessèrent dans toute la France. En ce début de Moyen Âge, tous les chemins mènent à Rome. La Via Francigena, mythique route de l'an 1000, partant de Canterbury en Angleterre et menant à Rome, passe à proximité immédiate de notre ville. Venant de Bapaume par le chemin d'Arras, traversant la redoutable forêt d'Arrouez, le pèlerin atteindra alors la paisible abbaye du Mont-Saint-Quentin, puis la fontaine Villette où il pourra s'abreuver, avant d'entrer dans Douai. Il passera la nuit dans ce village étape, avant de se diriger vers Serreaucourt-le-Grand, Montescourt, Laon, et de poursuivre son long chemin vers Rome. Certains venant d'Hibernie, Irlande, feront leurs dévotions au monastère du Mont-Saint-Quentin et se recueilleront au Mont des Cygnes, où sont vénérées les reliques de leur illustre compatriote, saint Furcy. Cette Via Francigena, pouvant se traduire par voie qui vient de France, comporte 80 relais de 20 km environ. Douai, village étape, était alors nommé Duin, D-U-I-N. Ce chemin de pèlerinage, plus ancien que ceux de Compostelle, est décrit pour la première fois par Sigéric, archevêque de Canterbury de 990 à 994, qu'il a emprunté lors de son retour de Rome. Louis VI le Gros ou le Batailleur, carolingien. Naissance en 1081, règne de 1108 à 1137. Sous son règne, un grand nombre de villes s'affranchissent des seigneurs et s'érichent en communes. C'est le cas de Péronne. En 1109, Louis VI le Gros vient à Péronne et y réside quelque temps auprès de Raoul Ier, comte de Péronne, son ami, qui deviendra bientôt comte de Vermandois. En 1118, un vaste incendie dévore l'église de Saint-Furcy et une partie de la ville. Cette année-là, on installe une léproserie près du village de Sainte-Radegonde pour y soigner les croisés ayant rapporté la lèpre d'Orient. C'est à cette époque que l'on construit le premier beffroi. Le beffroi, symbole de la commune, sert de dépôt aux charges et aussi de prison. Philippe II Auguste Capétien, naissance en 1165, règne de 1180 à 1223. En 1182, Éléonore, sœur cadette d'Élisabeth et fille de feu Raoul Ier, comte de Vermandois, est injustement spoliée de son héritage, ancienne propriété de sa sœur décédée, par Philippe d'Alsace, comte de Flandre, son beau-frère. Dépossédée, Éléonore demande l'appui de Philippe Auguste, en lui promettant en échange le comté de Vermandois, dont Péronne. Un accord est alors trouvé, possession et usufruit du Vermandois, entre Éléonore, Philippe d'Alsace et Philippe Auguste. En 1184, par son testament, Éléonore, sans enfant, institue Philippe Auguste comme héritier universel du Vermandois. En 1190, avant que le roi ne parte pour la troisième croisade, elle consent à ce que celui-ci jouisse par anticipation de son héritage. Philippe d'Alsace, sans descendance, est tué au siège de Saint-Jean d'Acre. Sur place, Philippe Auguste l'apprend immédiatement et écrit du camp devant Saint-Jean d'Acre une lettre en latin datée de juin 1191, demandant aux habitants de Péronne de prêter serment en son nom et en celui de son fils, en les assurant de conserver leurs privilèges et coutumes. Les Péronnais prêtèrent serment aux porteurs de la missive. Sans héritier direct, le comté de Flandre et la convoitise des seigneurs voisins et la contestation des acquis de Philippe II se chuchotent, quelquefois en bataille. Baudouin VI, comte de Hainaut, au terme de tractation, devient l'héritier du comté de Flandre en 1194.
Mis au pas par Philippe Auguste, le nouveau comte de Flandre, Baudouin IX, rentre dans le rang. Des mêlées escarmouches cessent. Engagé dans la 4e croisade, il sera couronné le 16 mai 1204, premier empereur latin de Constantinople, après le sac de l'ancienne Byzance. En 1205, on perdra sa trace en Bulgarie, lors de luttes fratricides. En 1209, Philippe Auguste confirme à la ville de Péronne ses franchises communales, déjà en vigueur dès 1184 et probablement acquises vers 1120. Cette charte en latin, datant de 1209, confirmant les franchises communales de Péronne, est conservée aux Archives nationales, dans l'armoire de fer, à Paris. Gardée précieusement dans le beffroi, la copie de Péronne a disparu lors de la Révolution française. Quelques jours après la fameuse bataille de Bouvines du 27 juillet 1214, où furent taillés en pièces 25 000 Allemands, Anglais et Flamands, Philippe Auguste, de retour vers la capitale en passant par Péronne, fait emprisonner au beffroi puis au château l'un des coalisés, Renaud de Damartin, le comte de Boulogne. C'est aussi à cette époque que la province Picardie prit son nom, en raison de ses redoutables habitants, soldats armés de piques, les piqueurs. À l'avènement de Philippe Auguste, la monnaie royale était le denier parisis, car battu à Paris. Après la conquête de la Flandre, Philippe Auguste autorisera d'autres villes sûres de son royaume à battre monnaie. Arras, Saint-Omer, Montreuil-sur-Mer et Péronne. À l'heure actuelle, ils s'échangent encore entre numismates des deniers parisis de Péronne. La toute jeune nation picarde n'a pas encore de blason, mais elle est déjà bien représentée par ceux des comtes historiques, du Vimeux, Ponthieu et du Vermandois. La dame de Ménilbrintel. Cette dame extrêmement belle et vertueuse du beau domaine de Brintel y coulait des jours paisibles. Elle partageait son temps entre le travail des mains et la religion. Elle avait une tendre piété pour la Mère de Dieu et pour saint Furcy. Chaque jour, elle se rendait à la collégiale pour y entendre la messe de 8 heures, que l'on sonnait tout le temps de son trajet. Arrivée à la pointe de Flamicourt, au bord de la Somme, elle prenait un bateau qui la conduisait à la grille en fer qui fermait alors la rue du Blanc-Mouton. Dès son arrivée à Saint-Furcy, l'office commençait. Attirés par la haute réputation de la noble dame, les seigneurs voisins fréquentaient volontiers le château de Brintel. Mais le démon souffla la défiance au cœur de son époux, et cette jalousie que tant de vertus devaient dissiper prit chaque jour un nouvel accroissement et alla jusqu'à la fureur. Au retour d'une longue campagne, un chevalier de la connaissance du mari le devança au château de Brintel, afin de porter à la dame désolée la nouvelle du retour imminent de son mari. Au château, les soupçons du mari se réveillent. Il forme alors le projet d'immoler ses deux victimes à sa perfide fureur. Pour mieux cacher son dessein, il s'offre de les accompagner tous les deux à la messe de Saint-Furcy. Il avait déjà gagné le batelier par l'appât d'une forte récompense. Au retour de l'office, auquel ils avaient tous assisté dans des dispositions bien différentes, le batelier et le perfide châtelain donnèrent plusieurs secousses violentes à la barque, qui s'engloutit dans cet endroit, au plus profond de la rivière. Mais la Providence ne retarda point le châtiment de ce coupable seigneur. Il périt avec ses innocentes victimes. Le batelier seul échappa au danger. Le lieu, qui fut le théâtre de ce funeste événement, porte encore aujourd'hui le nom de Fosse Madame. À Saint-Furcy, au 3e panneau à droite de la croisée,
On voyait encore avant sa destruction cette histoire représentée en verrerie de couleur. On y distinguait facilement les deux seigneurs, la dame et le batelier sous les traits d'une vive émotion. Paul de Cagny, l'arrondissement de Péronne, 1844. Louis VIII le Lion, capétien, naissance en 1187, règne de 1223 à 1226. Sous le règne du fils de Philippe Auguste et du père de Saint-Louis, en 1224, un homme vêtu en pèlerin, se prétendant Baudouin IX, comte de Flandre et empereur de Constantinople, vint se faire reconnaître de ses vassaux dans sa province. Disparu depuis 1205, certains reconnurent en lui l'ancien prisonnier des Sarrasins. Ses cicatrices ressemblaient à celles de Baudouin, mais plus petit de taille, d'autres doutaient de ses affirmations. Sa fille Jeanne, comtesse de Flandre, ne le reconnut pas. En 1225, Louis VIII, voulant l'examiner, le convoqua à la conférence de Péronne afin de voir s'il pouvait le reconnaître comme oncle. Entre autres questions, il lui demanda où il avait reçu l'ordre de chevalerie et où il s'était marié. Ces réponses confuses ne satisfirent point le roi. Tous l'abandonnèrent. Se sauvant de Péronne, puis rattrapé, appelé fourbe et ribot, il fut conduit à Lille, capitale de Flandre, où il fut suspendu à une potence. Péronne au IXe siècle. Le castrum de la ville primitive se développe sur le mont des Cygnes, à côté de Sobot-Écluse. Aux palissades de bois succèdent des murs en pierre. Les premières tours sont construites. Les premiers remparts du castrum sont déjà bien visibles sur ce plan. Péronne est alors connue sous le nom de Peronna Scotorum. Péronne, ville des Scots, en fait des Irlandais, parce que la toute nouvelle collégiale Saint-Furcy, construite par Archambault, maire du palais à Péronne, conserve dans un reliquaire initié par Saint-Éloi les restes de son saint patron irlandais. Le renom de l'illustre locataire qui, dit-on, fait encore quelques miracles, attire de nombreux pèlerins qui viennent souvent de loin, dont beaucoup d'outre-Manche. Incendiée par les Normands, l'abbaye du Mont-Saint-Quentin est relevée de ses cendres et se développe selon la règle de Saint-Benoît, moins stricte que la règle irlandaise. Au IXe siècle, les murailles du castrum sont centrées autour du mont des Cygnes, autour de la collégiale Saint-Furcy. Coincée par les marais, la ville ne peut s'étendre que vers l'est. Ce sera chose faite au XIIIe siècle. Une deuxième enceinte totalement entourée d'eau est construite. Le faubourg de Bretagne, accessible par un pont en bois près de la tour Alexandre, commence à se bâtir. Le nom Bretagne vient de ses premiers occupants, pèlerins brittoniques, se rendant au mont des Cygnes et au mont Saint-Quentin. Marchant sur les pas de leur illustre compatriote Saint-Furcy, ils viennent pieusement vénérer ses reliques. Sobot-Écluse, hors de la ville, devient faubourg de Paris. De nombreuses tours défendent les remparts. La ville, entourée d'eau, est comme une île et occupe du point de vue militaire une position stratégique importante, très difficile à investir. Suivons le parcours d'un pèlerin irlandais venant à Péronne par le sud pour révérer son illustre compatriote. Notre pieux voyageur se signera en voyant à droite la petite église Saint-Quentin-en-Lot, puis sera contrôlé à la porte du guetteur, où il devra laisser quelques oboles. Il entrera alors au faubourg de Paris, par la chaussée partiellement inondable servant de digue à la Somme. Là sont bâties quelques chaumières et cabanes de pêcheurs. Il franchira le pont Saint-Pierre, avant de traverser la porte de Paris. Gravissant la pente du mont des Cygnes, il atteindra la collégiale Saint-Furcy, point d'orgue de son voyage. Ému
Devant les saintes reliques, il pratiquera avec ferveur ses dévotions. Poursuivant son chemin, contournant le beffroi, il passera sur la grande place et franchira le pont en bois à la porte Saint-Sauveur pour entrer au faubourg de Bretagne. Il connaît ici une bonne adresse et y retrouvera ses amis britons. Après un repas frugal, une bonne soupe conviviale, Patrick et Brett l'accompagneront à la porte d'Enfer, au nord, sur le chemin d'Arras, vers la périlleuse forêt d'Arouez. Plus près de là, à moins d'une lieue de trajet, il atteindra seul, en toute quiétude, la paisible abbaye du Mont-Saint-Quentin, second but de son pèlerinage. Cette carte très instructive, sans colorisation, est extraite du livre intitulé « Péronne, son origine et ses développements », publié en 1880. L'auteur de cet excellent ouvrage est un ancien sous-préfet de Péronne, Georges Valois. Cette vue d'artiste nous présente le castrum péronnense, tel qu'on peut l'imaginer à l'époque où Charles le Simple y était assigné à résidence. Le document original provient de Daniel Roguet, architecte de la reconstruction de Péronne. Colorisé par Gérard Boutet 70 ans plus tard, il représente l'extension de la ville vers l'est au Xe et XIe siècle. Au XIIIe siècle, un château au nord, là où les marais sont moins étendus, verrouille l'entrée de la cité. Son étroite poterne relie la ville à la route d'Ancre et au village de Sainte-Radegonde. Cette poterne sera bientôt remplacée par une porte bien plus grande, la porte Saint-Nicolas, que l'on bâtira à proximité immédiate du château. Louis IX ou Saint-Louis, capétien, naissance en 1214, règne de 1226 à 1270. Le 17 septembre 1256, Saint-Louis vint à Péronne pour assister à la translation des reliques de Saint-Furcy. Notre pieux roi Louis IX était accompagné des grands du royaume, dont Gilles Lebrun, connétable de France, ainsi que des évêques de Noyon, Beauvais, Tournai et Thérouanne. De nombreux abbés accompagnaient aussi le saint monarque. Sur la droite, un sous-vert, ex-dono du XIXe siècle, renferme un fac-similé des sceaux de Louis IX, des évêques et des dignitaires du royaume présents ce jour-là à la collégiale Saint-Furcy, les sceaux originaux étant insérés dans la châsse. Le 24 septembre 1256, par le dit de Péronne, il confirme son arbitrage prononcé en 1246 pour la succession du comté du Hainaut. Suite à une annulation de mariage, Marguerite de Flandre, aussi appelée de Constantinople, eut 4 fils de 2 lits différents. L'histoire ne dit pas si le jugement fut rendu sous un chêne à Péronne, mais le verdict tomba. Jean et Baudouin d'Avesnes, enfants du premier lit, auraient le Hainaut, tandis que Guillaume et Guy de Dampierre auraient la Flandre.